c'est fermé, c'est fondé. C'est qu'ils veulent une enquête publique. 87 des Québécois qui désirent une enquête publique. Ça ne s'est jamais démenti depuis un an dans tous les sondages qui ont été effectués sur une base longitudinale, là, les uns après les autres. C'est très stable. Donc, on peut s'accrocher, on peut refuser, mais effectivement, c'est néfaste pour l'institution, pour la crédibilité du gouvernement, puis aussi, vous pouvez vous imaginer, pour la crédibilité de notre administration. Tout à fait, parce qu'une commission, c'est quand même une institution importante, là. Je veux pas. Mais là, quand ça retourne comme ça, tu te dis, ben là, même 1000 $, c'est trop cher. Puis l'autre élément, c'est que la situation économique n'est pas facile. Vous le savez, les gens sont à salaire, sont lourdement imposés. Ils voient des choses comme ça, donc ils sont tout à fait scandalisés. Il y a d'autres témoins qui s'ajoutent. On parlait déjà Bellemare, mais il y en a d'autres demain. Il y a 3 témoins d'annoncer. Marc Bellemare, qui sera le premier témoin. Après ça, Mme Violette Trépanier et M. Marcel Leblanc. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, Violette Trépanier est directrice du recrutement et des finances au Parti libéral du Québec. Et Marcel Leblanc était responsable du financement à la permanence du Québec, Oui, mais on n'a pas le droit, c'est pas dans le mandat. C'est une des interrogations que j'ai. Le financement politique n'est pas dans le mandat de la commission. Alors, je ne sais pas ce que ces gens-là vont venir dire demain. Je ne sais pas sur quel aspect les procureurs de la commission veulent les faire entendre. Ils sont annoncés comme témoins après le mandat. Ça va être important, ça va être important, ça va être important. Il était souvent chez vous, mais ça va être tout. Il ne pourra pas dire, oui, il nous amenait à 15 000, 22 000, 32 000 en discerne, en rouleau de 500. À chaque fois que la question du financement a été abordée un peu dans cette commission-là, il y a eu des objections, et les objections ont toutes été maintenues. On ne parle pas de financement politique dans la commission Bastarache. Tout ça, ça va se faire devant, rappelez-vous, le directeur général des élections. C'est supposé, il y a une autre place. Oui, oui, monsieur. Les témoins de demain, finalement, étroitement apparentés au Parti libéral du Québec, vont probablement connaître le même sort que les 2 témoins, les 2 attachés politiques en début de semaine. Ils sont arrivés pour des gens très honnêtes, très bien disposés, mais dans le public, ça n'a pas passé du tout. En fait, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qui nous intéresse. D'une part, puis d'autre part, ce sont les liens entre ces témoins-là et le gouvernement et le parti politique qui érodent complètement leur crédibilité. C'est ça le problème. Ça veut dire que c'était... C'est un des problèmes. Vous me dites que peu importe la qualité des gens, peu importe, là, on aurait l'assurance qui compte la vérité, parce qu'il ne s'agit pas ici de faire de tous ceux qui sont rouges des menteurs, puis de ceux qui sont bleus des anges, on n'est pas dans l'angélisme, mais il y a il faut surmonter ça. La crédibilité de l'institution est à ce point attaquée dans vos sondages, dans votre perception. La crédibilité de l'institution est carrément attaquée. Et ça va aller de pire en pire. On sait que M. Charest ne veut pas partir, il veut s'accrocher. Il va pratiquer l'accrochage. Il va y avoir un prix politique terrible à payer, mais c'est pire que ça. C'est effectivement, là, ça pose un problème même de crédibilité là, dans notre système qui, effectivement, rend les gens très cyniques, mais aussi, c'est que les gens vont même jusqu'au... Confirmer que ça a été écrit en même temps. Ça a peut-être été écrit distinctement et avec des crayons ou des stylos plutôt différents. 3 fois. Je commence à trouver que c'est de l'acharnement parce qu'on pose la même question en large, en long, en travers, par devant, par derrière. Oui. Et en après-midi, on en a appris un peu sur les talents collecteurs de fonds de Franco Fava et de Charles Rondeau. Oui, c'est Marcel Leblanc, coordonnateur pour l'Est du Québec, un grand ami de Franco Fava et de Charles Rondeau. Écoutez, pour le cocktail de financement du chef annuel, Pierre, c'est 300 000 $ qu'on amasse à coût de 1 000 $ par carte. Eh bien, Franco Fava et Charles Rondeau, de même que Marcel Leblanc, ils ramassent à peu près 40 %, donc entre 120 et 130 000 $. Donc, de bons collecteurs de fonds. Et Marcel Leblanc admet que lui-même a envoyé des curriculum vitae, donc a proposé des candidats pour la nomination de juge au bureau de Chantal Landry du premier ministre. On écoute donc Marcel Leblanc. Ici, j'avais une demande, parce que je ne pouvais pas prendre le CV et le mettre dans la poubelle. Si c'était, exemple, pour un poste de juge, j'envoyais ça au cabinet du ministre de la Justice, ou je l'envoyais à la coordonnatrice au bureau du premier ministre. C'était la coordonnatrice au bureau du premier ministre, c'était qui? C'était Mme Landry, Chantal Landry. Alors voilà, grosse semaine la semaine prochaine, Pierre, Franco Fava, Charles Rondeau, le premier ministre Jean Charest, en tout cas, on a une bonne semaine en perspective. Et Mme Landry aussi. Chantal Landry également, oui. Ben, merci. Je vous en prie. Paul, si on revient à la déclaration de Marc Bellemare, de toute évidence, il voulait régler des comptes aujourd'hui. Oui, Marc Bellemare, Pierre, vous l'avez entendu, a dénoncé ce qu'il qualifiait, je le cite encore une fois, de cirque pitoyable. Disons qu'il avait préparé tout un numéro ce matin avec ses notes écrites. Il a d'ailleurs refusé de répondre à quelques questions que ce soit. C'est clair, c'était l'heure de la revanche pour lui après la dure semaine qu'il a passée. Et évidemment,
ça vient alimenter un peu toute l'odeur autour de la commission. Vous savez, ce qui devait être une commission d'enquête usuelle, c'est devenu à certains égards une arène politique, une arène de combat. Et Pierre, on revient sur un autre élément. Les commentaires qui ont eu lieu, bon, Marc Bellemare a commenté à l'extérieur de la commission ce matin, le premier ministre Charest l'a fait, l'avocat du Parti libéral. Vous vous rappelez que le commissaire Bastarache avait demandé à tout le monde un appel à la retenue d'arrêter de faire ça. Alors, il y a eu une rencontre des avocats, Pierre, imaginez, et là, ils ne sont pas parvenus à une entente là-dessus. Donc, tout le monde se garde la possibilité de commenter au fur et à mesure ce qui va se passer, notamment la semaine prochaine. Donc, en quelque sorte, encore une fois, je vous dirais, l'autorité du commissaire, parce que c'était son appel à lui, un appel au calme à toutes les parties, qui n'a pas été entendu aujourd'hui. Ben voilà, on suivra ça tantôt. Vous serez là avec Jean Lapierre également. Merci. À tout de suite. Le fils de Guy Lafleur, Marc, de nouveau démêlé avec la justice. En fait, Félix, on l'a interpellé hier, une affaire de voie de fait et possession de stupéfiants, mais ça semble pas clair, tout ça. On va tirer ça au clair. En fait, on aura révélé là, ce midi, cette nouvelle, c'est que ce qui est arrivé, le central téléphonique 911 a reçu un appel hier en provenance d'une maison de Blainville. C'est une jeune femme de 20 ans qui dit qu'elle semble malmenée par un autre jeune homme de 25 ans, qui est Marc Lafleur, 25 ans. Donc, ce qui arrive, les policiers se rendent là-bas. Mais là, ils n'embarquent pas que Marc Lafleur, ils embarquent aussi l'ami de cœur. Alors, ils tirent l'affaire au clair. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 accusations qui seront portées, une contre Marc Lafleur, une contre son ami de cœur, de voie de fait. Là, les policiers obtiennent un mandat de perquisition, vont aller à l'intérieur de la résidence et saisir des petites quantités de cannabis et d'une autre drogue synthétique. Mais là, à qui appartient cette drogue-là? Les enquêteurs devront le déterminer. Donc, pour l'instant, il y a une accusation de possession simple de drogue qui va être portée, mais contre qui, ça, on ne sait pas encore. Puis peut-être, selon l'avocate aussi, une accusation de bris de condition, parce qu'on se rappelle, en 2009, là, Marc Lafleur a plaidé coupable, finalement, a été condamné à une sentence de 15 mois purgée dans la collectivité pour une autre affaire de voie de fait sur une ex-amie de cœur. Alors, je vais vous faire écouter son avocate maintenant. Monsieur Lafleur a été remis, Monsieur Marc Lafleur a été remis en liberté avec des conditions, donc on peut s'imaginer ou on peut avoir une idée de la gravité de l'infraction si ça avait été quelque chose de... Il vivait aux États-Unis pendant un bon bout de temps. Il est rentré chez lui à Magog. Et là, son état de santé au cours des dernières journées s'est détérioré. Alors présentement, il est entouré de ses parents et amis. Et on ne peut pas dire que ça va tellement bien là, pour l'état de santé de Pat Burns actuellement. On lui souhaite bon courage et à sa famille aussi. Merci, Jean-Paul. Au revoir. Exactement. OK, au revoir. C'est une découverte pour des kayakistes, Véronique. Oui, effectivement, Pierre, ils ont trouvé des matériaux de construction au fond de l'eau dans la rivière d'Émile-Île, à la hauteur de Laval-Ouest. C'est Rémi qui m'a envoyé ces photos-là et vous allez très bien voir sur les photos ce qu'il a retrouvé. D'abord, des planches de bois qu'il voyait flotter sur l'eau, des planches de 2x4 comme on dit, et en s'approchant, il a aussi retrouvé plusieurs cônes de construction, des grands cônes d'à peu près 5 pieds de hauteur, comme vous voyez là d'ailleurs. Et ça, il les a retrouvés à la hauteur de ce chantier de construction qui est très imposant, dont on vous a déjà parlé, là, qui est dirigé par le ministère de l'Environnement, qui vise à augmenter le niveau de l'eau de la rivière d'Émile-Île. L'entrepreneur qui a obtenu le contrat, c'est Construction DJL. Et le ministère de l'Environnement me dit ce n'est pas de la négligence de la part de Construction DJL. Il s'assure à tous les soirs que les matériaux sont entreposés, qu'il n'y a rien qui traîne aux abords des chantiers de construction. Alors vraiment, la seule explication qu'on y voit, c'est peut-être du vandalisme. Des gens qui ont trouvé une façon d'aller chercher ces matériaux-là et qui les ont lancés dans l'eau. Alors aujourd'hui, Construction DJL est allée sur la rivière d'Émile-Île avec des embarcations, a récupéré tout ça et on nous dit qu'on va augmenter la sécurité finalement pour pas que ça ne se reproduise. Alors merci à Rémi de nous avoir envoyé ces photos-là. Si vous aussi vous êtes témoin de l'actualité, j'attends vos photos, vos vidéos aussi à mon topo. Merci. Voilà de Drummondville, plus de peur que de mal dans une garderie en milieu familial. L'établissement qui a été évacué ce matin après une alerte au monoxyde de carbone. 2 adultes, 4 enfants ont été transportés à l'hôpital par prévention. La propriétaire de la garderie a elle-même alerté les policiers après avoir souffert de nausées. C'est un poêle à bois allumé hier qui serait à l'origine de ce branle-bas. Aussi au TVA Nouvelles, Colette, retour de la pluie et du temps frais. Oui, absolument, mais c'était la dernière journée où les températures étaient aussi fraîches. Dès demain, il y aura un dégagement et des températures plus saisonnières. Alexandra, une nouvelle voix dans le paysage musical. Oui, bien en fait, on connaît ses talents d'animatrice depuis des années, son beau visage, mais là, on découvre une voix franchement intéressante, celle de Julie Bélanger. Et c'était l'heure du verdict pour un couple accusé de voie de fait sur des handicapés. Ils avaient la garde de ces enfants. Ce sont leurs ex-employés qui les avaient dénoncés. Au retour, on verra si le juge acte leur version.
Conçue en Allemagne et perfectionnée selon les plus hauts standards, elle a gagné 39 prix dans 20 pays européens. Elle est aussi équipée d'un moteur à la fine pointe et d'une suspension adaptative. Lui non plus. Il a travaillé pour la galerie. C'est clair que Marc Bellemare est arrivé. Il avait préparé ses notes pour sa petite crisette. Et donc, sa crisette a été faite. Il a utilisé des gros mots. Un cirque pitoyable, un spectacle désolant. L'œil complaisant du commissaire. Au fond, il a joué pour la population. Et je pense qu'il reflétait beaucoup les sentiments de la population. Mais il l'a fait. Je pense que c'était prévu avec le gars des vues. Puis il savait qu'à l'intérieur, ici, il ne pourrait pas dire grand-chose parce qu'il parlerait de ses 3 crayons et de son petit carton. Donc, il a joué pour la galerie. Puis ça a été réussi. Je veux qu'on parle des témoins qui vont venir la semaine prochaine, mais juste avant, parce que Marc Bellemare a dit, écoutez, c'est un cirque pitoyable, que ça coûte des millions de dollars. Ça coûte effectivement 6 millions, cette commission. Puis Alain Laforêt va nous dire que ça ne devrait pas trop changer ou varier, même si la commission prolonge ses travaux. Écoutons Alain Laforêt, puis on revient à vous. Marc Bellemare, avocat. Après 4 mois de préparation, la commission Bastarache a lancé dans la controverse le 24 août les travaux de sa commission. Et tout le monde qui voulait avoir une job. Je ne parle pas de job, M. Bellemare, je vous parle de l'objet de la commission d'enquête. Selon la commission, le coût des travaux ne devrait pas excéder 6 millions de dollars. L'évaluation juge, c'était aussi dans ce moule-là. Le 31 août dernier, après une semaine, la commission estimait avoir déjà dépensé 1 743 000 $. La commission compte 24 employés, 12 avocats, des locaux sur Grande Allée. Vous asseoir, merci. Le salaire du commissaire Michel Bastarache a été établi à 250 $ l'heure pour un maximum de 8 heures, 2 000 $ par jour. S'ajoute celui des 12 avocats de la commission. 6 d'entre eux gagnent plus de 100 $ l'heure. En plus, il y a les frais des avocats des partis représentés. La commission doit également débourser 32 000 $ par mois pour ses locaux. On a prévu un bail de 6 mois avec une possibilité de prolongation de 2 mois. Et surtout, son sens de la justice. Quand Mongrain parle, on l'écoute à LCN, en semaine dès 10 heures. Gardez le bon réflexe. Le TVA Nouvelle à 23h sur LCN. Bonsoir. Marc Bellemare est revenu devant la commission Bastarache ce matin. Il s'est à nouveau expliqué au sujet des notes qu'il a prises sur le carton qui a été analysé par un expert. Et M. Bellemare qui a fait une nouvelle sortie contre la commission en disant qu'il s'agit d'un cirque pitoyable. On fait le bilan de cette journée avec Jean Lapierre. Le fils de Guy Lafleur a encore une fois été arrêté. Ça s'est passé chez lui hier soir à Blainville. Il serait accusé de voies de fait dans un cas de violence conjugale et également de possession simple de stupéfiants. Je vous rappelle que Marc Lafleur a déjà eu des démêlés avec la justice en 2009 et il est toujours en probation. Financement du futur amphithéâtre de Québec, le chef de l'ADQ, Gérard Deltel, s'oppose au financement public à 100 %. Il propose que le privé s'implique et que les revenus tirés de la vente du nom du futur Colisée servent à sa construction. On va d'ailleurs en parler avec le chef de l'ADQ à 20 h. De retour à Denis Lévesque. À plus tard. On parle de Marc Lafleur, le fils de Guy Lafleur, qui a encore été arrêté. Et on l'a dit tantôt, on ne connaît pas exactement la teneur des accusations qui seront éventuellement portées contre lui. On sait qu'il y a une plainte d'une jeune fille et lui aurait porté plainte aussi, donc matière de violence conjugale. Et il y aurait aussi éventuellement des accusations de possession de stupéfiants. On va en parler avec Maître François Vigent, qui est dans nos studios de Trois-Rivières, qui se joint à nous, à Pierre Faubert et Stéphanie Mineault. Bonsoir, Maître Vigent. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, en partant? Bien, à un moment donné, il y a une limite à ce que les parents, évidemment, peuvent faire pour aider leurs enfants. On sent qu'il y a une espèce de culpabilité, à tout le moins de M. Lafleur. Là, je ne connais rien de son épouse. Là. Et dans la conduite de M. Lafleur, hein, on sent qu'il y a quelque chose... une espèce de sentiment, de responsabilité. Maintenant, vous savez, à un moment donné, là, je crois qu'il est rendu à 25 ans, Marc, hein? Ben, à un moment donné, là, vient un temps où un parent ne peut pas donner ce qu'il n'y a pas, là. Je veux dire, vient un temps où il faut que l'enfant fasse un bout par lui-même. Alors, on aura beau me parler de tous les désagréments que peut avoir la vie d'un enfant avec un père absent, là.
ben, je vais vous dire, moi, je connais des enfants qui l'auraient pris comme père, moi, Guy Lafleur. Oui, mais n'empêche que c'est un gros morceau. C'est ce qu'on a souvent dit, en tout cas, Stéphanie, que c'est difficile de l'avoir comme père, quand même. Ben, c'est sûr. Puis, on connaît bien les enfants qui l'auraient voulu comme père, mais jusqu'au jour où tu l'as réellement comme père, puis je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est sûr que c'est une personnalité publique. C'est un père qui l'a dit lui-même, il a été pas très présent. Est-ce que c'est un grand communicateur de ce qu'on connaît de M. Lafleur? Ça devait pas être l'homme le plus ouvert au monde. Alors, sans dire que c'est pas, ça n'a pas été une mauvaise personne, mais c'est les qualités d'un père, ce que ça prend pour élever un enfant, c'est peut-être plus que d'être capable de bien jouer au hockey, puis ça enlève absolument rien à l'homme qu'il est, là. Mais Maître Bijon, vous feriez quoi, vous, si c'était votre enfant, vous feriez quoi de ça? Ben, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas. Je ne sais pas exactement, mais moi, il y a un principe de déculpabilisation des enfants et des jeunes adultes, moi, qui me sidère. Je vais juste vous faire un petit topo. Depuis les temps immémoriaux au Québec, les parents sont responsables. Il y a une présomption de responsabilité civile des parents pour les gestes de leurs enfants mineurs. Ça va? Soit pour leur éducation ou pour leur surveillance. Et depuis des décennies, cette présomption-là, elle s'effrite tout le temps. Parce que les parents perdent le contrôle des enfants de plus en plus. Maintenant, comme tout le monde sait, au Québec, les adolescents sont totalement hors de contrôle. Et cette règle-là de présomption de responsabilité des parents en droit québécois, elle a pratiquement disparu. C'est-à-dire que les tribunaux ont admis que les parents sont presque maintenant sans ressources quand leurs enfants décident de ne pas écouter. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on peut bien discourir sur le fait qu'effectivement, Lafleur, il était peut-être comme ceci ou comme cela, mais à un moment donné, en bout de piste, là, c'est l'enfant qu'il faut qu'il fasse un bout de chemin par lui-même. Le fils de Guy Lafleur, là, il n'a pas dû se coucher sans souper trop souvent dans sa vie. Alors, peut-être qu'il y avait d'autres défauts, M. Lafleur, mais à un moment donné, vous savez, la liberté, je veux dire, à un moment donné, là, les parents font ce qu'ils peuvent. La plupart des parents, en tout cas ceux que je connais, moi, sont imparfaits. Et c'est l'enfant qu'il faut qu'il se responsabilise. Il est rendu à 25 ans, là. Vous voulez que les parents fassent quoi rendu à 25 ans? Les parents sont même plus capables de contrôler des jeunes de 16 ans. Ouais, ils vont faire quoi avec un jeune de 25 ans? Ça brise le moral, M. Faubert. Oui. Je me souviens d'avoir fait une entrevue avec Guy Lafleur où il m'avait expliqué que sa femme avait fait une grosse dépression à cause de ça. Elle a même perdu la parole pendant plusieurs mois. Ça arrivé. Elle se retrouve avec ça encore aujourd'hui. Ça ébranle quelqu'un. On parle de Guy et de son fils, mais la mère aussi est complètement chamboulée. La mère est certainement atterrée par tout ça. Par contre, je soupçonne que la maman, dans tout ça, elle a probablement un peu plus de résilience que les autres membres de cette famille, parce que c'est elle qui l'a vécu le quotidien avec Marc Lafleur. C'est pas Guy. L'autre affaire aussi que je dirais, c'est, je reprends deux mots de Maître Vigent. Un, c'est le mot contrôle, et l'autre, c'est le mot liberté. On ne contrôle pas un enfant. Je sais qu'il ne dit pas ça parce qu'il veut qu'on contrôle les enfants, mais on ne contrôle pas les enfants, parce que plus on va essayer de contrôler les enfants, plus ils vont essayer de ne pas être contrôlés. Alors, il faut trouver une autre façon de relationner ou d'être en relation avec ces enfants plutôt que le contrôle. Je pense qu'il faut, comme il le dit aussi, éduquer à la liberté et à la responsabilité. Et donc, à ce moment-là, il faut que nous, en tant que parents, on soit libres et responsables, ce qui ne veut pas dire qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut et de faire n'importe quoi, mais qu'on assume notre liberté de façon responsable en faisant des choix qui font justement en sorte que les gens, moi-même, en premier, soient heureux et les autres autour de moi. Et l'autre affaire, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que, comme Stéphanie a fait allusion à ça, c'est que c'est sûr que dans le public, on a l'impression que parce qu'on est une vedette ou un glorieux ou bien une superstar au niveau d'un sport, mais que ça va s'appliquer à tout le reste et dans toutes les autres dimensions de notre vie. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est le super joueur de hockey, qu'on va être un super parent non plus. Non, alors, on va être un super parent pour avoir des problèmes avec notre enfant quand même. Ah, bien, définitivement. Et ça suppose, et ça c'est une très bonne remarque, Denis, ça suppose qu'on mesure la valeur d'un parent en fonction des résultats de son enfant. C'est une erreur, hein? Et c'est une grave erreur parce que ça suppose la fusion auquel on se référait au tout début, c'est qu'on ne peut pas, et il y a toujours la tentation de vivre la fusion avec son enfant. L'enfant n'existe pas sans moi, je n'existe pas sans lui. Il faut à un moment donné, comme dit Maître Vigent, il faut dépasser ça, il faut laisser à cet enfant-là la liberté, quitte à ce qu'il
cogne le nez, qu'il se fasse mal quelque part, mais laisse-le faire. Alors, mais moi, dans mon temps, Denis, là, moi, je suis issu d'un système et d'une époque où les parents donnaient les ordres puis les enfants écoutaient. Et c'était pas un si mauvais système que ça. Alors, je suis d'accord avec ce que dit votre invité, qu'effectivement, il faut trouver une espèce de milieu. Je pense que, comme dans toute sauce, là, la vérité est dans le milieu. Mais ce que je remarque, c'est que la théorie voulant qu'on y regagne à laisser les enfants faire leurs propres choix et leurs propres erreurs, les a peut-être responsabilisés un peu, mais à quel prix? Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne un peu en arrière pour trouver un milieu. Hein. Je suis d'accord, mais déjà, ce que vous dites dans le fond, c'est qu'en quelque part, ce qu'on doit faire comme parents, c'est d'aider nos enfants à prendre des bonnes décisions, à faire preuve de jugement. Et à bout de fil, décider pour eux autres quand c'est nécessaire. Exact. Oui, puis écoute, c'est prouvé, plein d'études, puis Pierre, je suis sûr que tu vas d'accord avec moi, c'est prouvé que c'est préférable d'être plus sévère que moins sévère avec un enfant. Les enfants qui ont été élevés avec trop de latitude, il y a eu même une recherche qui a été faite là-dessus, on les a interrogés à l'âge adulte, et la plupart que les parents les avaient laissé faire n'importe quoi disaient « j'aurais aimé mieux que mes parents soient plus sévères ». Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut les laisser faire. Mais dans le cas qui nous occupe, là, Guy le dit dans l'entrevue à la semaine, avez-vous été un bon père? J'ai fait des erreurs, mais j'ai essayé d'élever mes enfants du mieux que j'ai pu. Ma femme m'a reproché de ne pas avoir été assez sévère, de les avoir trop gâtés. Moi, j'ai tenté de leur donner ce que je n'avais pas reçu plus jeune. C'est bien beau être sévère, pas sévère. Et on fait ce qu'on peut. Par rapport à ce qu'on a eu aussi. Là. Il y a un de vos invités qui disait quelque chose d'intéressant tantôt, je ne me rappelle plus lequel, qui disait « la mère a plus de résilience ». Mon expérience professionnelle, c'est que c'est presque toujours le cas dans ces cas-là. Dans les cas très difficiles, c'est souvent la mère qui a le plus de patience et de résilience. Et dans ce cas-là, Maître Vigent, le premier avocat au dossier, Maître Rancourt, avait soulevé le fait que Marc Lafleur souffrait de la tourette, du syndrome de la tourette. Est-ce que c'est si important que ça? Vous pensez que c'est juste un truc d'avocat, là? Est-ce que c'est si important que ça dans ces problèmes? Moi, je n'ai pas vu de preuves médicales concluantes qu'il existait un lien entre souffrir de ce syndrome-là et les accusations qui étaient portées. OK, donc c'est une affaire d'avocat. Moi, je tire aucune conclusion déterminante de l'existence du syndrome par rapport aux accusations portées. J'ai eu accès à aucune preuve scientifique me démontrant un iota de ça. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que Guy Lafleur devrait faire, vous pensez? Parce qu'il l'a pris sous son aile. Hein? Il s'est même retrouvé, on l'a vu en cours, à faire le témoignage qui lui a valu toute cette saga judiciaire. Là. On l'a qualifié de parjure, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il l'avait repris sous son aile, il l'avait repris à son restaurant, donnait un emploi, le surveillait, payait le logement, etc. Est-ce qu'il faut qu'il dise « c'est assez, c'est fini, je casse, tu trouves une job ailleurs, je te paye plus rien » ou s'il continue d'après vous? C'est bien ses parents, là. Pierre Faubert. Moi, je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, il faut briser ce cercle vicieux. Je crois que c'est comme deux chiens de Pavlov. Okay? Autrement dit, il y a une action puis une réaction. Alors, quand Marc agit d'une façon, Guy va réagir de telle façon. Quand Guy agit de telle façon, Marc va réagir de telle façon. Alors, mais s'il fait ça, s'il casse tout le lien, je veux dire... Non, mais attends. Non, mais justement, c'est pas de casser le lien, c'est de changer le lien. C'est de faire en sorte qu'il y ait une autre sorte de lien. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ces deux hommes-là, il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'engueulent, qu'ils s'empoignent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, en présence de quelqu'un, d'une façon tout à fait confidentielle. Personne ne va le savoir, mais qu'ils disent ces choses-là, parce que je suppose, moi, que de part et d'autre, il y a énormément de colère contenue, ressentie, et ça sort mal. Es-tu d'accord, Pierre? Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait qu'il change de stratégie. Peut-être que depuis des années, il a tenté d'aider son fils, de le prendre sous son aile. Et là, à un moment donné, il faut essayer autre chose. Parce que manifestement, ce qu'il a essayé n'a pas fonctionné. Tout en gardant en tête qu'on n'a pas de contrôle non plus sur un homme de 25 ans. Puis aussi, Stéphanie, je pense que malheureusement, on fait payer à d'autres personnes, de tierces personnes, cette mauvaise relation entre le père et le fils, et ce sont d'autres femmes ou d'autres personnes qui souffrent, qui sont... enfin, il y a des accusations, on ne sait pas, on verra, mais c'est pas à elle de souffrir. Quand je dis que Guy peut étonner, Chris, es-tu capable de prendre la photo en bas, la toute petite à l'angle? La petite photo en bas, c'est Guy en compagnie de Marc, je ne sais pas à quelle occasion, là. Alors, regardez comment Guy le regarde. Y a-tu l'air tanné, le gars? Tu sais, je veux dire, lui, il en connaît du fun, mais
J'ai pu l'avoir de fun, tu sais. Non. C'est en 2007. En 2007. Il n'y en avait pas de fun. Imaginez-vous, là, quand Guy a appris ça aujourd'hui, là, c'est difficile d'être parent. C'est lui qui disait, ouais, mais Guy Lafleur, il avait juste à faire son témoignage comme il fallait, puis bon, mais c'est de parent. Il y a quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un paradoxe là-dedans. Moi, je pense que c'est pas cette année, là. Moi, je trouve qu'il y a même un regard de fierté. J'ai l'impression qu'il est fier de son fils. J'ai l'impression qu'il le regarde en le voyant, puis moi, je pense qu'il y a vraiment, réellement, là, il y a un conflit entre ces deux hommes-là. Et puis, je disais ça à mon fils de 21 ans, je dis, c'est comme deux proies qui sont sur la toile de la veuve noire. Vous savez, l'araignée, la veuve noire, là, ils se battent comme des démons, là, c'est la référence au démon là. Ils se battent comme des démons là, pour survivre en espérant que l'araignée ne sortira pas et n'en piquera pas un. Et donc, à ce moment-là, il y a un combat, là, et il y en a un qui, malheureusement, va mourir. Et c'est ça. Je peux vous dire une chose, c'est que ma prochaine stratégie, ça commencerait par arrange-toi. Ouais. C'est ça, là. Pas d'araignée, juste arrange-toi. Non, c'est parce que je comprends, là. Je comprends le principe de votre invité qui veut... Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est où est-ce qu'on trace la ligne, là, je veux dire, où est-ce qu'on s'arrête, je veux dire, non seulement la stratégie actuelle ne fonctionne pas, mais de toute façon, plus le père en fait, moins ça donne de quoi. Mais dans votre pratique, vous avez dû voir ça, Maître Vigent, des parents qui ont dû être obligés de dire, OK, on brise la façon de procéder habituelle. Vous avez vu ça? Non, mais il faut se sauver soi-même à un moment donné aussi, là. Ce que je veux dire, c'est que t'as beau faire ce que tu peux... Je veux dire, il faut que tu sauves ton couple à toi, puis à un moment donné, il faut que tu trouves une façon que la vie continue, là. Ben justement, Guy, dans l'entrevue, écoutez, je viens de m'acheter un bateau et avec ma femme, on est partis les deux tout seuls, on s'est payé du bon temps. Il est sur le point de signer un nouveau contrat avec les Canadiens. Il prend sa retraite, là, il n'aura plus besoin de faire de représentation en match de spectacle, parce qu'il dit, écoutez, moi, ça prend mes fins de semaine. C'est comme si sa vie, il y avait un embelli dans sa vie. Oui, mais justement, dans une relation père-fils, il y a souvent beaucoup de jalousie là-dedans. Et ça, là, ça revient... Mais il y a un autre il y a de la jalousie, oui. Faut pas oublier on n'entend jamais parler de lui. Ça va très bien avec l'autre. Tu sais, ils ont fort probablement vécu la même chose. Oui, ils n'ont pas beaucoup d'années de différence. Alors encore là, on voit que c'est une question de personnalité aussi. Oui. Hein? Tu peux avoir deux enfants, un avec lequel tu n'auras jamais de problème, puis l'autre qui va t'en causer toute ta vie. Alors, c'est tout à vous trois. Merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là. On ne voudrait pas être dans ses patins, dans ses chaussures, parce que c'est pas facile. Hein? Quand on est parent, on le sait. Au retour, Léopold Lauzon, qui vient de sortir un nouveau livre, et là-dedans, il ne manque pas de critiquer beaucoup de monde. Il va se faire bien des ennemis, je pense, avec ce livre-là. Je ne sais pas s'ils sont déjà ses ennemis. Il nous en parle dans 3 minutes. À court d'argent, besoin de liquidité, nous vous proposons de transformer votre or ou vos diamants en argent. Dollars for Gold est pratique et sans aucun risque. Pourquoi négocier la vente de l'or et des diamants avec les bijoutiers ou les prêteurs sur gage alors que vous pouvez le faire à domicile? Visitez notre site web ou appelez au numéro sans frais. Nous vous ferons parvenir une enveloppe affranchie que vous retournerez avec votre or et vos diamants en retour d'argent comptant. Wow! Wow, merveilleux! Grâce à Dollars for Gold, plus de 50 millions de dollars ont été distribués à plus de 100 000 clients satisfaits. La procédure est très simple. Je n'ai qu'à déposer mon or et mes diamants dans une enveloppe et poster le tout. Et après quelques jours, je reçois un chèque par la poste. Appelez maintenant pour obtenir votre enveloppe de retour. Vous y insérez votre or ou vos diamants et faites-nous parvenir le tout. Un chèque vous sera expédié en 48 heures après la réception de vos articles. Vous pouvez même localiser votre envoi en ligne, ce qui permet de suivre l'acheminement de vos produits. Nous offrons l'un des meilleurs paiements intégral de notre industrie. Si vous recevez un meilleur prix d'un autre annonceur national, nous doublerons l'offre. Voilà notre garantie. Pour autre information, communiquez avec notre service à la clientèle et nous garantissons votre entière satisfaction ou vos produits vous seront retournés sans aucun frais. En fait, nous sommes à ce point confiants que nous vous proposons un autre avantage. Pour un temps limité, nous vous offrons une prime de 20 $ pour simplement essayer Dollars for Gold. Vous recevrez 20 $ que vous conserverez, même si vous ne profitez pas de notre offre. Payez des factures, les taxes, les vacances ou les vêtements que vous désirez. Appelez maintenant ou visitez dollarsforgold.ca et transformez l'or et les diamants en argent. Rappelez-vous, les prix ne seront jamais aussi avantageux. Profitez du défi or aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Appelez maintenant. Bien du monde là-dedans.
des gens qui ne sont pas dans son camp, je dirais des gens de l'élite bancaire, pharmaceutique, médiatique québécoise. Paul Auzon est ici, bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Et il y en a qui se font frapper dur là-dedans, là. Ben, écoutez, dur, moi, ce que je fais, je décris, parce que je décris les phénomènes socio-économiques dans la société d'un point de vue socialiste, d'un point de vue différent de ce que généralement les médias ou le patronat et leurs organes de recherche, etc., nous donnent. Moi, j'essaie de montrer l'autre côté de la médaille, mais en vulgarisant, parce que c'est pas bien sexy parler d'économie, etc., ou de fiscalité. On ne parlait pas juste d'économie, puis de fiscalité, par toutes sortes de choses. Moi, je dirais que vous varlopez à peu près tout le monde. Citation. Au hockey, il y a des joueurs de puissance. En journalisme, Nathalie Petrowski est une insignifiante de puissance qui, sur une équipe d'insignifiants, ferait partie du premier trio avec ses collègues Régent Tremblay et Alain Dubuc qui serait utilisé en supériorité et en infériorité numérique. Ces trois stars monopoliseraient tous les trophées d'insignifiants. Ben oui, mais je le pense. Moi, je pense que, écoutez, bon, mais il y a un peu d'ironie, il y a un peu de sarcasme. Oui, il y a beaucoup de sarcasme, il y a beaucoup d'ironie. Je pense que Régent Tremblay en beurre épais. Moi, j'ai mon point de vue. Il aime ça dire, tu sais, il a tellement un gros ego, il aime ça dire qu'il tient avec le jet set, quand il y a le Grand Prix, quand il y a d'autres. Il aime ça dire que ses amis, c'est déjà important en politique, en affaires, etc. Puis quand on gratte un peu... Oui, mais je comprenais pour Alain Dubuc, justement, parce qu'il représente la droite, là, que vous soyez un peu contre lui, c'est normal, il n'a pas les mêmes idées que vous, mais Nathalie Petrowski, c'est pas de la politique, c'est là... Oui, mais on ne penchera pas l'entrevue sur Nathalie Petrowski. Moi, je pense, dans ce que dit, etc., aussi, c'est pas fort. OK. Donc, pour vous, c'est des gens pas forts. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup des pas forts là-dedans. Là. Isabelle Hudon, l'ancienne présidente de la Chambre de commerce de Montréal, vous l'avez enveloppée allègrement aussi. Ben écoutez, je l'enveloppe, c'est une personne qui en beurre épais, qui se prononce surtout, bon, qui a pas... je veux pas être, comment dire, jouer au gros, ou c'est pas péjoratif. Elle n'a aucun diplôme, elle a un diplôme collégial. Son expérience de travail, ça a été en politique, etc., en relations publiques. Et là, bon, elle devient présidente de la Chambre de commerce. On la nomme présidente de la Sun Life au Québec, etc. Mais ça me semble que ça prend des expertises. Moi, je trouve ça suspect. Et elle est présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal. Mais moi-même, je refuserais, même si ça fait 30 ans dans le domaine de l'enseignement, être présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, c'est complexe. Il y a différents programmes, il y a des programmes dans différentes sphères, il y a différents types il y a des diplômes de premier et troisième cycle. Je ne peux pas voir ce que fait. C'est pas une nomination politique. Mais qu'est-ce qu'il y a de suspect là-dedans? Vous trouvez qu'elle profite de ficelles? Il y a des gens qui tirent les ficelles pour elle ou quoi? Ben, elle-même tire les ficelles. Écoutez, elle a été nommée présidente pour le Québec de la Sun Life. Dans l'assurance, c'est compliqué. Elle vient de sortir, elle était présidente d'une agence de publicité, etc. Passée du jour au lendemain, elle est présidente du conseil d'administration de la Société du Havre, etc. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont bien connectés, etc., puis qui nous parlent, là, exemple, ex cathedra, puis qui connaissent tout, puis dans le fond, ils connaissent rien. Bon, mais vous dites, moi j'ai des diplômes, ce que je dis, ça compte, ce qu'elle a dit, elle n'a pas de diplôme, ça compte pas. Non, c'est pas juste j'ai pas dit les diplômes, etc. J'ai dit l'expérience aussi. Moi, je me verrais pas, exemple, au conseil d'administration, de président du conseil d'administration, par exemple, de Québécois. J'ai pas l'expérience dans les médias, etc. Exemple, président du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal. Là, on a des gros problèmes de financement, on a des gros problèmes de programmes, etc. Il faut avoir une certaine expertise, peu importe les diplômes. Là. Mais vous, justement, quand on disait, c'est pas juste de l'économie, c'est tous les domaines. Vous tirez aussi dans le domaine de la médecine. Le docteur Yves Lamontagne, vous le varlopez lui aussi. Là, vous dites, comment vous le qualifiez, le docteur Lamontagne, comment vous dites? Le coloré docteur Lamontagne, vous dites qu'il connaît rien là-dedans. Ben, écoutez, il y a aussi des insanités, là, le docteur Lamontagne, bon, bien, qui représente, exemple, il a dit que les médecins, parce que là, bon, ici, le Collège de médecins, c'est comme une mafia, etc. C'est un gros syndicat, on s'en prend aux autres syndicats, mais c'est un gros syndicat qui bloque. On a pénurie de médecins en région, on a pénurie de spécialistes, etc. On peut attendre 1 an ou 2 avant de voir un spécialiste. On peut attendre 8-9 heures à l'urgence, etc.
mais eux autres, ils ne veulent pas que il y a plein de médecins étrangers qui veulent venir pratiquer ici. Alors, les médecins français et ceux qui sont dans les départements français, comme la Martinique, la Guadeloupe ou d'autres, ça fait partie de la France. Ils ont le même programme de formation. Il leur dit, exemple, c'est quasiment des sous-diplômes, etc. Non, mais je comprends votre position en médecine, mais pourquoi vous l'incarnez? Pourquoi vous ressentez le besoin de dire Yves Lamontagne, c'est un imbécile? Ben, je n'ai pas dit tout à fait que c'est un imbécile, mais regardez ce qu'il a dit. Bien souvent, j'ai cité avant ce qu'il a dit, etc. Moi, je trouve ça totalement indécent. Je trouve ça même méprisant pour les gens qui sont formés en médecine, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à Madagascar, je ne sais pas, à l'île de la Réunion, etc., ni dire que c'est des sous-diplômes, etc., puis qui n'ont pas la compétence dessus. Moi, je trouve que pour un président d'un collège, d'un organisme très important comme ça, je sais que ça a dû fâcher pas mal de médecins, entre autres le docteur Amir Kadir. Oui, c'est sûr qu'il y a des médecins parce que, ailleurs dans le monde moi-même, ici, président, d'accord, mais c'est parce que c'est remarquable. Vous incarnez tous les débats dans une personne en disant, oui, c'est un tas. Ben non, mais écoutez, il faut voir, faut dédramatiser. J'essaie d'y aller. Bon, c'est un sujet qui est rébarbatif, l'économie, etc. J'essaie d'y mettre un peu d'ironie. J'essaie d'y mettre un peu de sarcasme, etc. Puis de vulgariser pour amener les gens à lire, à s'intéresser ou à lire des grands enjeux économiques qui vont les affecter dans la vie de tous les jours. Puis ce que les gens entendent en économie, on le voit avec le gaz de schiste, on le voit avec le pétrole, on le voit avec la raffinerie Shell, on le voit avec la fermeture de la BTB Power, ils entendent bien souvent qu'un point de vue, c'est-à-dire les gens d'affaires et leurs politiciens, le gouvernement Charest, les deux font l'affaire, etc., qui sont leurs guignols de service. Alors moi, j'essaie du mieux que je peux, avec les compétences que j'ai, etc., de présenter ça d'une autre façon pour que les gens se fassent eux-mêmes leur propre opinion, pour leur montrer l'autre côté de la médaille. Que vous ne respectez pas beaucoup, c'est Henri-Paul Rousseau. Henri-Paul Rousseau, l'ancien directeur, grand boss de la Caisse de dépôt, vous dites c'est parti, il a mis le feu dans la bâtisse, c'est parti, puis on a perdu un tas de milliards, et il se retrouve un autre job. Et ce que vous n'êtes pas capable d'avaler, c'est qu'on continue de vanter ses mérites en disant qu'il a été bon, malgré son sort. Mais qui continue à vanter ses mérites? C'est Powell qui l'a engagé, Powell Corporation, etc., a un gros salaire, parce qu'il y a des contacts, etc. Ce sont les politiciens. Écoutez, il a fait perdre 40 milliards de dollars à la Caisse de dépôt par des décisions complètement insensées. Exemple, investir des milliards de dollars de notre argent dans l'aéroport de Londres, etc., alors qu'il disait ici, non, on n'investira plus au Québec, etc. Moi, je pense que ce n'est pas la mission de la Caisse de dépôt. C'est quelqu'un qui pète plus haut que le trou intellectuellement Henri-Paul Rousseau, et puis là, qui vient nous dire, puis il ne se reconnaît aucun tort, etc., et puis pour se justifier des énormes pertes qu'il a faites, il est parti avec une grosse prime, il a dit, ben, j'ai été pogné dans la tempête parfaite. C'est-à-dire ça, en économie, ça veut dire, bon, bien, c'est un act of God, etc., c'est la nature économique qui s'est déchaînée, les lois naturelles de l'économie se sont déchaînées, et je n'y suis plus rien, alors qu'il est le principal responsable. C'est quelqu'un qui n'avouera jamais ses torts. Il est parti d'ailleurs sans admettre ses torts. Bon, ça, je ne respecte pas beaucoup ces gens-là, moi, qui sont condescendants, etc., qui nous font... qui pètent plus haut que le trou, littéralement, pas juste intellectuellement, là. Oui, il pète plus haut que le trou intellectuellement, etc. C'est quelqu'un qui joue au gros. Les analystes, vous avez souligné, là, ils disent ils retiennent son argument à lui, là. Il n'a pas été chanceux. La rondelle ne roulait pas pour lui, il est arrivé. Quel analyste? Plein des analystes de banque. Oui, des analystes de banque, je m'excuse, il y a d'autres organismes, etc., sont investis dans le papier commercial pour avoir un peu plus de rentabilité, peut-être avoir un quart ou 1,5% de plus de rentabilité, mais semble que c'est un spécialiste en finance, il aurait pu savoir que le papier commercial, il y avait eu des signaux avant qui disaient, oups, ça va commencer à être dangereux, il continue à investir massivement de nos fonds publics, de nos caisses de retraite là-dedans, puis on s'est fait prendre. OK, nous, vous n'aimez pas, justement, on parle de banque. Ben, il y en a plus Jacques Ménard, mais non, mais j'en ai trouvé deux que vous aimez. Bon, Jacques Ménard, moi, je trouve qu'il y a une phase de faux frère. Il se prononce tout fait. L'un qui pète l'autre le trou, puis l'autre a une phase de faux frère. Bon, ben, je vais être plus réservé, une phase de carême. Bon. Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui, non, mais juste pour décrire qui c'est celui là, qui a sauvé, en principe, les expos qui sont quand même partis, et qui est à la Banque de Montréal. Il ne les a pas sauvés, il s'est fait
C'est notre spécialiste en Occident. Il s'est fait embobiner par Jeffrey Lorient, qui est un vendeur de tapis. Il s'est fait tellement fourrer qu'après ça, ils les ont poursuivis. Écoute, c'est notre spécialiste à faire emberlificoté par un vendeur d'œuvres d'art, etc. Jacques Ménard, il se prononce sur la main sur le cœur, sur l'éducation qui est en péril, le système de santé. Il a été nommé sur une commission de système de santé, etc. Mais quand est-ce que vous autres, les journalistes, allez dire, Charles, tu te prononces bien des domaines qui ne sont pas ton champ de spécialisation, on peut-tu parler d'évasion fiscale, des paradis fiscaux, parce que la Banque de Montréal n'en détourne des milliards par année. Actuellement, Prof. Lauzon, vous êtes en train de parler de toutes sortes de sujets, non, mais Jacques Ménard, c'est pour ça que je n'aime pas que... Amenez-les donc vous faites la même chose que lui, il parle d'autres choses, puis vous aussi. Je parle de quoi? Ben, pas juste d'évasion fiscale, parler de toutes sortes d'affaires. Bien, d'un point de vue économique, là-dedans. Mais Jacques Ménard, exemple, lui-même, son salaire, étant donné qu'il se fait payer en actions, son salaire est imposé. Il y a juste la moitié de son salaire qui est imposé, alors que nous, tous les salariés, etc., on est imposé, tout notre salaire est imposé à 100%. Ça, même Michel Girard, dans la presse, avait fait un bon article. Ça, le fait que les dirigeants se fassent payer leur salaire par action, etc., c'est un manque. Il y a juste la moitié de leur salaire et ça prive les gouvernements de plusieurs milliards. Bon, mais s'il veut donner l'exemple, s'il était taxé, je ne dis pas de le surtaxer, mais au même niveau, puis de la même façon que les employés ordinaires, on ira chercher 4 milliards de plus, on pourrait financer l'éducation et la santé. OK, alors pour faire une pause, on va parler encore d'autres amis du Prof. Lauzon dans 3 minutes. Wow! Belle journée pour être malade. Je pourrais aller faire du kayak. Ou finir le patio. Ou aller à la plage. Ou faire de l'escalade. Peut-être pas. Quoi d'autre? Joignez l'utile à l'infini. Dodge Journey, le multisegment le plus vendu au pays. Voici un fait. L'Equinox de Chevrolet complètement redessiné est plus éco-énergétique sur route que le CR-V de Honda, le RAV4 de Toyota ou l'Escape hybride de Ford. Voici deux autres faits. Il ne consomme que 6,1 litres au 100 km sur route et parcourt jusqu'à 1100 km sur route avec un seul plein. Avec une telle économie d'essence, le seul plein que vous ferez est le plein de souvenirs. Plus d'économie d'essence à un prix exceptionnel et gagnant d'un prix meilleur achat de Consumers Digest. L'Equinox de Chevrolet, complètement redessiné. Enfin, un couvre-plancher qui vous donne confort et durabilité. La collection Cartier. Un plancher ultra résistant, 100% vinyle ou à endos de textile. Sa pose facile et rapide, ne nécessite aucune colle. Idéal pour les pièces humides. Déposez-le directement sur le béton au sous-sol ou sur un plancher déjà existant. Ces endos absorbent les inégalités et apportent un confort moelleux à la fois thermique et acoustique. Distributeur en couvre-plancher depuis plus de 35 ans, Distribution Jacques Cartier importe la collection Cartier depuis déjà 10 ans. La variété des motifs, la qualité du recouvrement et la meilleure garantie de l'industrie vous font apprécier tous ces avantages. Facilité d'installation, diminution des bruits d'impact et nettoyage ultra facile. Pour en savoir plus sur la collection Cartier, visitez collectioncartier.ca. Rendez-vous dans l'un des 200 points de vente au Québec et au Nouveau-Brunswick ou composez le 1-800-463-2449. Les changements de saison, ça donne envie de changer de décor. Pour ça, je vais chez Accent Meubles. Ils ont tellement de choix de finies de couleurs pour les meubles, les électros, les accessoires, qu'on peut tout agencer. Chez Accent Meubles, offrez-vous ce matelas Somex pour seulement 499 $. Un rabais de 400 $. De plus, vous pourriez gagner ce magnifique modulaire aileron tout cuir d'une valeur de 3 499 $. Participez en magasin avant le 3 novembre. Accent Meubles. Bonsoir. Les dispositions de la loi C2 sur l'alcool au volant qui ont été adoptées par Ottawa en juillet 2008 sont jugées inconstitutionnelles par un juge de la Cour du Québec. En vertu de cette nouvelle loi, un accusé devait prouver le mauvais fonctionnement de l'appareil qui avait établi le taux d'alcoolémie.
Les étudiants et le personnel du collège d'Aston affirment que le registre des armes à feu doit être maintenu. Ils ont fait cette sortie à quelques jours d'un vote crucial sur le sujet. Et selon eux, le contrôle des armes à feu est un moyen efficace pour assurer la sécurité du public. Les accusations de menaces de mort et de tentatives d'extorsion qu'il faisait contre l'homme d'affaires Paolo Catania ont été retirées ce matin. On lui reprochait d'avoir battu et menacé un propriétaire de pâtisserie à qui il avait prêté 1,4 million de dollars. Et pendant que le Canadien tient son tournoi de golf annuel au club de golf Laval-sur-le-Lac, eh bien, les rumeurs vont bon train sur le fait que Brian Giunta serait le nouveau capitaine du Canadien. Le bon réflexe, LCN. Avec moi, Léopold Lauzon qui a écrit Prof Lauzon compte et compte avec un MP du prof Lauzon. Dans vos amis, il y a Claude Béchard qui est décédé récemment. Vous ne manquez pas non plus, vous ne manquez pas là-dedans. Là, quant à ses relations avec les pétrolières, regrettez-vous de l'avoir varlopé aussi fort maintenant? Je ne le regrette pas. Écoutez, c'est quelqu'un, ça m'attriste énormément. Je reconnais qu'on peut avoir des divergences d'opinion, mais moi, je pense que lui, c'était pas un opportuniste. C'était sa passion, la politique, etc. Il était dans le mauvais gouvernement. Bon, mais il s'est fait, comment dire, il s'est fait minimiser, il s'est fait rire en pleine face par les pétrolières. Il voulait instaurer une taxe verte, les pétrolières l'ont imposé. Il voulait que les pétrolières justifient le prix de hausse de prix. Ils lui ont ri en pleine face. La même chose, les papetières. À Abitibi-Water, il y a 3 ans, quand il a fermé son usine à Shawinigan et à Gatineau, il voulait leur couper leurs droits, comme le gouvernement de Terre-Neuve a fait, etc. Bon, mais à chaque fois, il s'est fait rire de lui, cette fois, il s'est fait ridiculiser. Mais on n'avait pas, avec cet individu-là, on ne partageait pas les mêmes points de vue, etc. Mais c'est quelqu'un que je respectais et sa mort m'attriste énormément. Mourir si jeune, il était tellement enflammé, il avait tellement des si beaux enfants. Je trouve ça d'une injustice. C'est vrai que c'est désolant. Mais est-ce que, parce que là, dans les propos que vous tenez à son égard, dans le livre, vous le critiquez là, pour certaines oui, positions. je le critique. Mais est-ce que vous avez le même respect pour Henri-Paul Rousseau, pour Yves Lamontagne, pour Jacques Ménard? Non. Là, vous me les dénoncez avant. Est-ce que vous les respectez quand même, eux autres? Non. Écoutez, je vais vous le dire honnêtement. Il y en a bien de ces gens-là qui me font vomir, etc. Par leur allure, etc. Ils essaient de toujours présenter, ils sont tellement hypocrites, ils essaient de présenter leur projet dont ils vont être les seuls à privilégier et leurs petits amis, de présenter ça comme si c'était de l'intérêt collectif. Puis là, ils nous sortent toujours les mêmes arguments pour les générations futures. Il faut sortir notre immobilier, etc. Moi, j'en aurais des recommandations pour sortir leur immobilier, mais c'est toujours la même maudite patente, etc. Moi, on le voit avec le gaz de schiste, c'est pour privilégier que ce petit apérisme au détriment de l'ensemble de la collectivité. Moi, ces gens-là, je le dis, même si je suis un chrétien pratiquant, je suis un chrétien socialiste, oui, ça, ouais. Mais je les vomis. Vous savez... mais là, c'est pas beau, là, ça respecte pas la Bible, ça vomir le monde. Ben, je m'excuse. Écoutez, je me prends pas... Si vous lisez la Bible... Dans les 10 commandements, c'est pas écrit, tu vomiras ton prochain. Si vous lisez les évangiles les évangiles, Jésus-Christ de Nazareth a eu des mots encore plus durs que moi envers les prophètes, les pharisiens, les scribes, etc. Et même sa mère, Marie, vous allez être surpris, lisez l'Évangile, etc., vous allez voir que Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas été avec le dos de la cuillère, même quand il s'en prenait à certains de ses apôtres, des fois, là, qui avaient des écarts de Vous pensez que Jésus-Christ aurait dénoncé Jacques Ménard? Moi, je pense définitivement qu'il l'aurait dénoncé, définitivement. Et il paraît que lui aussi, c'est un grand catholique, donc vous avez quand même... Ben oui, mais Bush aussi est un grand catholique. Il pleurait souvent, qu'il disait sur l'épaule de Dieu, puis il a envahi l'Irak au nom de Dieu, au nom de la démocratie, alors que ça a fait des centaines de milliers de morts. Alors, puisque vous parlez de Bush, c'est intéressant parce que c'est la citation que je l'ai amenée. Vous dites, on ne peut pas critiquer les États-Unis ici au Québec, on se fait taxer dans l'anti-américanisme tout de suite, et vous dites, non, je reconnais certaines... Parce que Léopold Lauzon est drôle, ça se lit, puis moi j'ai ri beaucoup, là. Ça apparaît pas ce soir, mais il est fâché, là. Mais quand il est de bonne humeur, c'est drôle. Alors, la citation, c'est, il veut nous expliquer que, dans le fond, les États-Unis, c'est le royaume de la liberté et il les admire. Oui, les États-Unis forment le pays le plus libre et le plus démocratique du monde, comme le prouve éloquemment le titre de cet article paru dans Le Devoir. Un condamné à mort préfère la chaise électrique.
Kiss, on lui a donné le libre choix entre la pendaison, l'injection mortelle et la chaise électrique. Il a choisi la chaise électrique. Ça, c'est une belle liberté. Je trouve le gouvernement américain généreux parce qu'il a choisi la chaise électrique au prix que se vend l'électricité aux États-Unis. Ça coûte cher à l'État. J'espère que ce condamnant à mort-là, il lui a envoyé au moins la facture d'électricité, etc. Là, il y a bon, puis bon, etc. Puis la même chose, en Irak, il se vantait de ça. Sa pseudo-démocratie en Irak, c'est que la peine de mort est ramenée en Irak, merveilleux. Puis en Afghanistan, grâce à Bush, maintenant les avions ont le droit de s'auto-flageller. Franchement, les sadomasochistes vont tous se retrouver là en Afghanistan. Ça, c'est bien Bush. Puis c'est quelqu'un qui prenait bien souvent des textes de l'Ancien Testament, puis qui interprétait les... Vous savez, il faut faire attention dans l'Ancien Testament. C'est bien souvent écrit. Il faut être bibliste ou exégète pour interpréter ça, parce que des fois, les prophètes ont des mots durs, etc. Mais on ne peut pas comme ça interpréter ça littéralement. Puis lui, il s'en servait pour justifier ses fins. Il me reste 20 secondes. Dans le livre, au moins, on sait que vous avez un chum. Vous aviez un chum, vous l'avez perdu, c'est Michel Chasson. Vous étiez venu au moment de son décès m'en parler. D'ailleurs, ça avait été une émission qui n'a pas laissé grand monde indifférent. Il y avait beaucoup de commentaires. On avait senti votre chagrin, votre tristesse. C'est vraiment un de vos chums. D'ailleurs, le texte, comment vous l'appelez, ma petite crotte? Moi, je l'appelais toujours ma petite crotte d'amour. Ah bon? Mais comme je lui ai dit... lui aussi était pratiquant. Oui, c'est ça. Ah bon, oui, très pratiquant. Il était 2 ans maths. Mais comme je lui ai dit à la fin, comme ici dans le texte, Michel, comme nous sommes tous les deux des croyants, pratiquants, etc., bon, ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Est-ce qu'il vous manque encore? Ben, définitivement. Écoutez, c'était pas rien qu'un mentor, c'était pas rien que quelqu'un qui me conseillait, qui avait... C'est un gars qui était très, très cultivé, qui lisait le Nouvel Observateur, le Canard enchaîné, qui lisait le Nouvel Observateur, etc., qui avait des connaissances multiples. Mais c'était un gars qui était d'une grande générosité, qui était d'un humour épouvantable, mais très sarcastique. Puis, sa tête de turc préférée, c'était bien moi. Là. Bien souvent, il se moquait à tour de bras de moi, mais c'était tellement drôle, etc. Ben oui, il me manque. Paul Lauzon, merci beaucoup. Ça s'appelle Prof Lauzon 4, conte du Prof Lauzon. Vous l'avez vu, qui a des avis assez tranchés sur ça. Mais une que j'aime, je vais la saluer. Bonjour, bébé Soliane. C'est ma petite fille. Elle, je l'aime. Elle a 3 ans. Elle va être bien fière de son grand-père. Elle n'a peut-être rien compris de ce qu'il a dit, mais elle a vu bien gesticuler. Elle a dit, il est bien fin, grand-papa. Restez là au retour, puis j'en reviens pas dans 3 ans. Jusqu'à quel point le nouveau Edge avec My Ford Touch est-il nouveau? Eh bien, vous ne pouviez faire ceci avant, ni cela, ou ceci, et encore moins cela. Jouez le mix d'Émilie. Et définitivement pas ceci. Température 22 degrés. Probablement le plus intelligent multisegment du monde. Dites bonjour au nouveau Edge avec My Ford Touch. Pour que mes biens soient protégés adéquatement et pour des conseils judicieux, j'ai l'assurance. Pour une soumission d'assurance auto et habitation parfaitement adaptée à mes besoins et à juste prix, j'ai l'assurance. Pour une assistance routière efficace, pour parler à un expert en sinistre 24 heures sur 24, j'ai l'assurance. Avec SSQ Assurance Générale, moi j'ai l'assurance d'être bien protégé. Et vous? Pour une soumission d'assurance, appelez au 1-866 SSQ Auto. En mouvement. C'est avec grande fierté que Vidéotron a annoncé le lancement de son nouveau service de communication mobile hautement évolué de technologie HSPA+. L'offre 3G+ de Vidéotron permettra aux consommateurs et aux gens d'affaires québécois d'accéder à une offre de services élargie avec les plus récentes technologies au meilleur rapport qualité-prix. La conception et le déploiement de ce nouveau réseau de pointe auront permis l'émergence d'une expertise et d'un savoir-faire proprement québécois et d'avoir un impact important en matière de création d'emplois et de retombées économiques. En mouvement. Au bout de la route, je vois le soleil qui brille et découvre un ciel bleu. J'ai peur pour une très longue randonnée. J'ai souri et me dis que le bonheur est juste là devant moi. New York. Son énergie et tout ce qui la fait vibrer. Retrouvez Marie-Joëlle Parent
New York, en semaine 8h30 à LCN Matin. Pour couvrir la scène judiciaire et policière, vous savez à qui vous avez affaire. Le seul et unique Claude Poirier, le vrai négociateur. Du lundi au vendredi 9h à LCN. J'en reviens pas qui fait mal au cœur. Ce sont des images qui sont pas très drôles à regarder. Regardez bien, c'est une femme de 91 ans. Si ça vous dérange, levez les yeux. Vous voyez son infirmière qui est en train de la traiter et elle lui donne des tapes, littéralement, en plein visage. Regardez. Elle la nourrit. En principe, elle s'occupe d'elle. Ça fait 11 ans qu'elle s'occupe d'elle, cette femme-là. Et la famille a filmé. Regardez. On la maltraite. C'est une femme de 91 ans. Elle la reprend dans ses bras, la pitch, comme si c'était une vulgaire poupée de chiffon, d'un côté comme de l'autre, et elle la fesse, littéralement. Ça fait 11 ans qu'elle est aide infirmière pour cette famille-là, qu'elle a des doutes. Alors, ils ont mis une webcam, ils ont installé ça en cachette, ils ont filmé ça. Imaginez-vous. Je trouve ça épouvantable. Je ne sais pas vers où on s'en va dans le dégradement des valeurs, parce que la dégradation des valeurs, je devrais dire, parce qu'on a l'impression que de plus en plus, on risque de s'en aller vers une absence totale de respect de ce qui autrefois était éminemment respecté. Je parle des personnes âgées, de l'autorité, de l'amour, des petits-enfants, n'importe quoi. On a l'impression, sur Internet, on voit tellement de cochonneries. On a parlé du jeu vidéo de Dawson où on tue du monde récemment. C'est comme s'il n'y avait pas de limite. Alors, on voit ces images-là. Il faut réfléchir à ça, parce que ce sont nos aînés. Puis on va tous être là à un moment donné, puis on va tous avoir une espérance de vie plus grande. Puis les bébés boomers que nous sommes, on se ramassait là dans quelques années. Si on se fait fesser dessus par le monde, on n'aura pas grand fun. Et justement, je voulais souligner, et ça montre les contrastes dans la vie, le passage hier de M. Paul Dubé sur mon plateau, cet homme de 100 ans qui aura 101 ans dans quelques semaines. J'ai eu un tas de courriels, un tas de réactions de gens qui l'ont trouvé extraordinaire. D'abord de s'acheter une Mercedes, mais aussi une puissance d'esprit, une vitalité d'esprit assez particulière. Il était avec son fils. Il était un à côté de l'autre. On avait l'impression que c'était des frères plus que le père avec son fils de près de 80 ans, de 78 ans. Alors, coup de chapeau à M. Dubé. Ce sont des images beaucoup plus intéressantes et qui font beaucoup plus chaud au cœur de voir que ce qu'on a vu antérieurement. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à pareille heure. Tout en gardant en tête. On fait payer à d'autres personnes, de tierces personnes, cette mauvaise relation entre le père et le fils. Et ce sont d'autres femmes ou d'autres personnes qui souffrent, qui sont... enfin, il y a des accusations, on ne sait pas, on verra, mais c'est pas à elle de souffrir. Quand je dis Guy peut étonner, Chris, es-tu capable de prendre la photo en bas, la toute petite à l'angle? La petite photo en bas, c'est Guy en compagnie de Marc. Je ne sais pas à quelle occasion, là. Alors, regardez comment Guy le regarde. Il a-tu l'air tanné, le gars? Tu sais, je veux dire, lui, il a du fun, mais lui, il n'a plus l'air de fun, tu sais. Non. C'est en 2007. En 2007. Il n'y en avait pas de fun. Imaginez-vous, là, quand Guy a pris ça aujourd'hui, là, c'est difficile d'être parent. C'est ceux qui disaient, ouais, mais Guy Lafleur, il avait juste à faire son témoignage comme il fallait, puis bon, mais c'est de parent. Il y a quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un paradoxe là-dedans. Moi, je pense que c'est pas cette année, là. Moi, je trouve qu'il y a même un regard de fierté. J'ai l'impression qu'il est fier de son fils. J'ai l'impression qu'il le regarde en le voyant. Puis moi, je pense qu'il y a vraiment, réellement, là, il y a un conflit entre ces deux hommes-là. Et puis, je disais ça à mon fils de 21 ans, je dis, c'est comme deux proies qui sont sur la toile de la veuve noire. Vous savez, l'araignée, la veuve noire, là, ils se battent comme des démons, là, c'est la référence aux démons blancs, ils se battent comme des démons là, pour survivre en espérant que l'araignée ne sortira pas et n'en piquera pas un. Et donc, à ce moment-là, il y a un combat, là, et il y en a un qui, malheureusement, va mourir. Et c'est ça. Je peux vous dire une chose, c'est que ma prochaine stratégie, ça commencerait par arrange-toi. Ouais. C'est ça, là. Pas d'araignée, juste arrange-toi. Non, c'est parce que je comprends le principe de votre invité qui veut... Mais parce qu'à un moment donné, c'est où est-ce qu'on trace la ligne, là, je veux dire, où est-ce qu'on s'arrête, je veux dire... Non seulement la stratégie actuelle ne fonctionne pas, mais de toute façon, plus le père en fait, moins ça donne de quoi. Mais dans votre pratique, vous avez dû voir ça, Maître Vigent, des parents qui ont dû être obligés de dire, OK, on brise la façon de procéder habituelle. Vous avez dit ça? Non, mais il faut se sauver soi-même à un moment donné aussi, là. Ce que je veux dire, c'est que t'as beau faire ce que tu peux
Je disais, il faut que tu sauves ton couple à toi, puis à un moment donné, il faut que tu trouves une façon que la vie continue, là. Ben justement, Guy, dans l'entrevue, écoutez, je viens de m'acheter un bateau et avec ma femme, on est partis tous les deux tout seuls, on s'est payé du bon temps. Il est sur le point de signer un nouveau contrat avec les Canadiens. Il prend sa retraite, là, il n'aura plus besoin de faire de représentation en match de spectacle, parce qu'il dit, écoutez, moi, ça prend mes fins de semaine. C'est comme si sa vie, il y avait un embelli dans sa vie. Oui, mais justement, dans une relation père-fils, il y a souvent beaucoup de jalousie là-dedans. Et ça, là, ça revient... Mais il y a un autre il y a de la jalousie, oui. Faut pas oublier On ça, n'entend jamais parler de lui. ça va très bien avec l'autre. Ils ont fort probablement vécu la même chose. Oui, Ils n'ont pas beaucoup d'années de différence. Alors encore là, on voit que c'est une question de personnalité aussi. Oui. Hein, tu peux avoir deux enfants, un avec lequel tu n'auras jamais de problème, puis l'autre qui va t'en causer toute ta vie. Alors, c'est tout à vous trois. Merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là. On ne voudrait pas être dans ses patins, être dans ses chaussures, parce que c'est pas facile. Hein? Quand on est parent, on le sait. Au retour, Léopold Lauzon, qui vient de sortir un nouveau livre, et là-dedans, il ne manque pas de critiquer beaucoup de monde. Il va se faire bien des ennemis, je pense, avec ce livre-là. Pas sûr déjà ses ennemis. Il nous en parle dans 3 minutes. Les médecins spécialistes du Québec vous présentent Passionnés pour la vie. La gastroentérologie, c'est la spécialité de la médecine qui étudie les maladies du tube digestif et du foie. C'est une spécialité excitante parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques qui se développent, des nouvelles technologies. On dépend beaucoup de l'endoscopie, c'est une caméra qu'on passe pour regarder à l'intérieur du tube digestif et cette technologie-là se développe constamment. C'est vraiment ce qui nous permet d'arriver à un diagnostic précis. C'est comme voir à l'intérieur du corps sans avoir besoin d'ouvrir. La coloscopie, c'est un examen beaucoup plus facile qu'on s'imagine. On pense que tout le monde au-dessus de l'âge de 50 ans devrait passer cet examen-là. C'est un test important dans la prévention du cancer du côlon. On peut enlever les polypes pendant qu'ils sont petits avant qu'ils deviennent cancéreux. Je suis Josée Parent et je suis gastro-entérologue. Passionnés pour la vie vous a été présenté par vos médecins spécialistes du Québec. Jour après jour, ils mettent leur connaissance et leur expertise médicale au service de votre santé, à votre service. Maman! Maman! T'as la bouche, c'est un drôle de bruit! Pour que mes biens soient protégés adéquatement et pour des conseils judicieux, j'ai l'assurance. Pour une soumission d'assurance auto et habitation parfaitement adaptée à mes besoins et à juste prix, j'ai l'assurance. Pour une assistance routière efficace, pour parler à un expert en sinistre 24 heures sur 24, j'ai l'assurance. Avec SSQ Assurance Générale, moi j'ai l'assurance d'être bien protégée. Et vous? Pour une soumission d'assurance, appelez au 1-866 SSQ Auto. J'ai un excellent ping en first-person shooter. Même en Wi-Fi, c'est comme tadadac. J'ai regardé Legend of Worm en streaming 1080p hier. Zéro lag. À fly. Oh! Ah ouais, c'est nice. En fait, avec mes 125 gigs de download par mois, ça fait comme 178 films. Nice. Ah ouais, non, vraiment. C'est super ton petit courriel avec la grenouille qui joue de l'harmonica. J'ai lu là! C'est pas Nicole, c'est Quand un sinistre arrive, il y a des professionnels qui commencent le travail et des professionnels pour terminer le travail. Une galinette pour un travail sans retouche. Léopold Lauzon est devenu un prolifique auteur. Il signe un 4e volume de contes et contes du prof Lauzon. En fait, ce sont des chroniques qu'il écrit régulièrement. Et on peut dire qu'il tombe sur la tomate de bien du monde là-dedans. Des gens qui ne sont pas dans son camp. Je dirais des gens de l'élite bancaire, pharmaceutique, médiatique québécoise. Léopold Lauzon est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Et il y en a qui se font frapper dur là-dedans. Là. Ben, écoutez, dur, moi, ce que je fais, je décris, parce que je décris les phénomènes socio-économiques dans la société d'un point de vue socialiste, d'un point de vue différent de ce que généralement les médias ou le patronat et leurs organes de recherche, etc., nous donnent. Moi, j'essaie de montrer l'autre côté de la médaille, mais en vulgarisant, parce que c'est pas bien sexy parler d'économie, etc., ou de fiscalité. On ne parle pas juste d'économie et de fiscalité, on parle de toutes sortes de choses. Moi, je dirais que vous varlopez à peu près tout le monde. Citation.
Au hockey, il y a des joueurs de puissance. En journalisme, Nathalie Petroski est une insignifiante de puissance qui, sur une équipe d'insignifiants, ferait partie du premier trio avec ses collègues Régent Tremblay et Alain Dubuc et serait utilisé en supériorité et en infériorité numérique. Ces trois stars monopoliseraient tous les trophées d'insignifiants. Ben oui, mais je le pense. Moi, je pense que, écoutez, bon, mais il y a un peu d'ironie, il y a un peu de sarcasme. Oui, il y a beaucoup de sarcasme, il y a beaucoup d'ironie. Je pense que Régent Tremblay en beurre épais. Moi, j'ai mon point de vue. Il aime ça dire, tu sais, il a tellement un gros ego, il aime ça dire, tu tiens avec le jet. À mon avis, à l'Assemblée nationale, le débat va ressurgir, bien évidemment. Je crois que l'été n'a pas été peut-être suffisamment long pour permettre aux partis de se calmer. Oui. Et à quoi peut-on s'attendre des témoignages de Jean Charest et Franco Fava, d'après vous? Monsieur Fava m'apparaît quelqu'un que je ne connais pas, bien sûr, je ne fais pas partie de la famille libérale, quelqu'un d'assez candide. En fait, je crois que peut-être qu'il s'attribue un rôle plus important qu'il n'a en réalité. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui, bon, on dirait en sociologie, il a beaucoup de capital social. Il a un gros réseau. Il croit beaucoup au Parti libéral du Québec. C'est un bénévole. Donc, c'est quelqu'un qui va certainement être très coloré dans son témoignage. Quant à Jean Charest, bon, évidemment, moi, je partage certainement le point de vue de Jean Lapierre, excusez-moi, dans la mesure où pour lui, ce sera certainement très difficile parce qu'il est au pouvoir depuis 2003. Donc, est-ce que le premier ministre va se souvenir de tous les points sur lesquels les procureurs vont l'interroger? Ce sera sans doute une période qui ne sera pas facile pour lui. Mais bon, c'est quelqu'un qui est avocat lui-même et il a certainement les ressources pour faire face et il a aussi de bons avocats. Oui. Et pensez-vous jusqu'à maintenant que le public est bien servi avec cette commission-là? Personnellement, je le crois, oui, parce qu'on est à la recherche de la vérité et j'estime que les accusations portées par Maître Bellemare étaient suffisamment graves pour qu'il y ait une forme de vérité sur les allégations qu'il a prononcées, des déclarations qu'il a faites auprès de journalistes, oui. Ça doit faire de belles discussions en classe avec vos élèves. J'imagine que là, vous parlez de ça beaucoup, parce qu'il y a la question du comment sont nommés les juges, quels sont les processus de décision pour nommer la magistrature, ce qui est très, très important. Ce qui m'apparaît aussi intéressant cette semaine, c'est peut-être les zones grises qui ont été soulignées par les intervenants, ceux qui ont été interrogés par les procureurs de la commission, notamment lorsque la courte liste est acheminée au ministère de la Justice, au ministre de la Justice, pardon, il semble y avoir des zones grises et les intervenants semblent avoir demandé qu'il y ait plus de précision, plus de critères objectifs et moins de discrétion de la part du ministre. En fait, je me demande si c'est possible de le faire parce que j'estime que sur le plan politique, il est important d'avoir une forme de discrétion dans la nomination des personnes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Simard. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, combien va coûter en bout de ligne la commission Bastarache? Eh bien, on estime qu'une fois le rapport déposé, les Québécois auront payé au moins 6 millions de dollars. Une facture qui ne devrait pas augmenter, même si les travaux seront prolongés. Alain Laforêt. Marc Bellemare, avocat. Après 4 mois de préparation, la commission Bastarache a lancé dans la controverse le 24 août les travaux de sa commission. Et tout le monde qui voulait avoir une job. Je ne parle pas de job, M. Bellemare, je vous parle de l'objet de la commission d'enquête. Selon la commission, le coût des travaux ne devrait pas excéder 6 millions de dollars. C'était aussi dans ce moule-là. Le 31 août dernier, après une semaine, la commission estimait avoir déjà dépensé 1 743 000 dollars. La commission compte 24 employés, 12 avocats, des locaux sur Grande Allée. Vous asseoir, merci. Le salaire du commissaire Michel Bastarache a été établi à 250 dollars l'heure pour un maximum de 8 heures, 2 000 dollars par jour. S'ajoute celui des 12 avocats de la commission. 6 d'entre eux gagnent plus de 100 dollars l'heure. En plus, il y a
les frais des avocats des partis représentés. La commission doit également débourser 32 000 $ par mois pour ses locaux. On a prévu un bail de 6 mois avec une possibilité de prolongation de 2 mois. Non, on ne pourrait pas déterminer le laps de temps. La commission doit aussi payer, selon les tarifs gouvernementaux, les frais de séjour de ses employés et de ses experts, comme ceux du spécialiste en datation de l'encre. 149 $ par nuit au Concorde, 294 au Château Frontenac, plus 47 $ par jour pour les repas et les frais de transport. Davantage à l'expert qui est venu dire que Marc Bellemare avait utilisé 3 stylos. On n'aurait même pas raison d'être. Les suspensions sont très nombreuses. On entend très peu de témoins par jour. Pour moi, ça commence à ressembler sérieusement à du gaspillage. Initialement, Premier tour aujourd'hui, eh bien, on cherche des noms communs débutant par C-A-N. Alors, comme canne ou canard, c'est sans déclinaison de genre ou de nombre. Évidemment, les exemples canne et canard sont exclus. Alors, des noms débutant par C-A-N. Et on commence avec Marquis et Marie-Pierre. Caneton. Caneton. C'est bon. Mathieu, Christian. Canot. Canot. C'est bon. Carl-Anthony, Chloé. Canton. Canton. C'est bon. Jean-François, Katia. Canonnier. Canonnier. Oui. C'est bon. François, Nicolas. Une cantine. Cantine. La cantine est arrivée. La cantine est arrivée. Alva.